Ce fonds Hip-Hop Paris a eu, je dirais, la semaine d'ouverture qui a débuté de 10h jusqu'à midi, en présence de M. le ministre, pour entendre la présidente du Sénat. Alors, je voudrais vous poser aussi cette question. Je voudrais savoir qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une Française entière? Est-ce que vous êtes un membre de la diaspora? Est-ce que vous êtes métisse? Et qu'est-ce que vous faites, vous, spécifiquement au ministère? Alors, je sais, parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. La langue la plus parlée, Baoulé et le Djoula. Ce sont les langues les plus parlées? Ouais, en fait, selon les statistiques, selon les stats, c'est les deux langues les plus parlées pour l'instant. Mais on ne compte pas s'arrêter là, on compte faire encore d'autres jeux, on compte faire encore d'autres livres dans d'autres langues. D'accord, et c'est quoi? Pas fait de jaloux. Il y a combien de sous-entités des ethnies en Côte d'Ivoire? Peut-être aller un peu plus vite, non? Ouais, on va quand même à notre rythme parce que, comme je disais, le corps petit, mais là, on profite aussi de votre micro pour lancer un. Moi, je vais essayer de jouer sur les deux panels, parce que j'ai vu dans le premier panel l'idée de dire, écoutez, membres de la diaspora, venez investir dans des trucs créatifs. On a des exemples. Alors, comment vous valorisez, comment vous identifiez les gens de la diaspora que vous allez accompagner? Un cas concret. Nous avons dans la salle des gens de la diaspora. Comment vous allez identifier un membre de la diaspora pour vous dire que vous allez le suivre de A à B, de B à C, de C, etc. Comment vous faites? Quel est votre mécanisme? S'il vous plaît. Excellente question. Je pense que ça passe d'abord par tout un travail qu'on peut qualifier comme un travail d'identification, de cartographie. L'idée n'est pas pour nous de dire qui pense quoi, mais plutôt de comprendre est-ce qu'il y a aujourd'hui des zones vides, des zones d'ombre de notre diplomatie et des lieux avec lesquels nous n'accompagnons pas assez bien les personnes qui souhaitent se projeter à l'international. Donc ça a commencé, ça fait 1 an et demi qu'on a ce fameux plan d'action diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères, où nous avons commencé par faire d'abord un travail avec plutôt les associations de solidarité internationale. Donc depuis plus de 20 ans, le ministère des Affaires étrangères soutient les associations qui se projettent sur le continent, que vous mentionniez justement précédemment, au travers d'une fêtière en particulier qui s'appelle le FORIM, le Forum des organisations issues des migrations, qui depuis près des années 2000 a accompagné plus de 1000 associations, 1 million de personnes qui ont été touchées par ces projets, et chaque année il lance des appels à projets pour des toutes petites associations avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 15 000 €. Donc ça c'est un premier coup de pouce qui est intéressant pour une projection en termes de solidarité internationale. Ensuite on a voulu aller plus loin. On s'est rendu compte qu'il y avait, et ça c'est l'aspect de la casquette politique de la direction Afrique, mais qu'il y avait des acteurs et des personnes qui nous permettaient de faire évoluer notre manière de voir l'action de la France sur le continent africain. Et c'est là où on va se rapprocher des médias africains présents en France, des jeunes étudiants africains qui sont présents en France, qui ont monté des associations, qui peut-être ne connaissent pas toute la palette de notre type de diplomatie. Je vois le représentant de l'association Élite dans la salle. Typiquement, sur la Côte d'Ivoire, on va essayer de voir quels sont les jeunes étudiants ivoiriens, où est-ce qu'ils sont, quels sont les besoins. Et donc, on a eu un échange, plusieurs échanges d'ailleurs à ce sujet, et des projets qui devraient, on croise les doigts, se monter prochainement. Donc voilà, une palette, on essaie de comprendre les différentes typologies d'acteurs. On peut continuer la discussion si vous voulez, parce que c'est pas l'objectif de ce panel. On peut se retrouver en discuter. Ce que je vous dis, c'est que quand on veut traiter une problématique, comme je disais tout à l'heure, dans tout le système, tout le monde a sa place. Une association a sa place, les initiatives entrepreneuriales, dans un objectif de créer de la richesse uniquement, avec des actionnaires aussi, on leur... Africain paye RH. Et moi, je ne viens pas chercher du financement, mais je souhaite pouvoir être accompagné pour le développement de mon activité en Côte d'Ivoire. L'outil qu'on a créé, c'est un logiciel RH qui accompagne les entreprises dans le développement de leur activité, dans la structuration de leur activité, parce que c'est important pour le gouvernement ivoirien que de formaliser de plus en plus ces activités. Alors, comment nous accompagner, nous, qui sommes déjà en place, qui ont déjà des outils fiables, qui fonctionnent, pour pouvoir le développer et le positionner auprès des entreprises. Donc voilà ma question. On a apprécié ces questions, mais malheureusement, j'ai eu l'impression que vous avez pas répondu, mais comme si c'était un débat entre vous deux. Il a posé une question réelle, c'est ce qui se passe. Le thème c'est quels sont les mécanismes institutionnels pour nous aider, nous les membres de la diaspora, pour montrer qu'on est resté sur notre fin. On n'en a pas.
monsieur a donné deux entreprises, deux institutions, c'est tout. Si on veut rentrer en Côte d'Ivoire chez nous, quelles sont les institutions qui nous accompagnent? Non, 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 il a posé ses réels. Ces hommes-là, elles sont allées en Côte d'Ivoire. On n'a rien là-bas. Qui nous reçoit? Comment on nous accompagne? On a des projets? Comment on fait? Non, non, le monsieur a posé la question. Vous êtes... Oui, madame. Donc j'attends terminer la question. N'hésitez pas, Vous allez... Voilà. Et une autre question. Monsieur l'ambassade dit qu'ils sont en train de... Concrètement, qu'est-ce qu'on a? On veut pas de... On est en train de... On veut... Qu'est-ce qu'on a? Merci, je vous passe la dame. Bonjour, moi je suis Madame Talité. Mais vous allez vous rasseoir, cher modérateur, et puis parce que moi aussi j'ai des contributions à donner, je vais faire ça dans le panel. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que les entreprises dont vous parlez, c'est des initiatives privées. Donc à la base, on s'attend à ce que l'entrepreneur se batte pour pouvoir maîtriser l'écosystème, savoir par où passer et imposer son produit à la base. Seulement l'État nous dit que nous on veut plus de gens de la diaspora. Et donc que vous devez mettre dans ce cadre-là des dispositifs pour aider les gens de la diaspora. Ça c'est l'État même qui dit ça, que c'est dans ma stratégie. Et la stratégie que présente l'État, c'est de dire que voici ce qu'on a à faire pour vous aider et tout ça. Et la diaspora dit, on a été tellement motivés par vos messages que nous sommes venus. Malheureusement, on ne sait pas par où passer. Ça veut dire, comme vous disiez, qu'il faut améliorer la stratégie. Et ce que nous souhaitons, et là je parle aux représentants de la présidente du Sénat, c'est que de la même façon que la Côte d'Ivoire a osé dire qu'il faut que 30% des marchés publics reviennent aux acteurs locaux, qu'on réserve officiellement dans une loi 10% des marchés publics à la diaspora. Ça s'entend, et souvent on dit c'est pas possible, mais c'est possible. Si on l'a fait pour les acteurs locaux, c'est possible qu'on le fasse pour la diaspora, et ça doit s'entendre, et ça doit faire partie des indicateurs de performance de l'État, que la diaspora ait une partie qui leur soit réservée. Le problème, c'est qu'après ça, la diaspora vienne aussi, et qu'elle accepte de compétir, parce que l'État ne va pas tout faire pour nous. Nous sommes des entrepreneurs. Et l'entrepreneuriat, c'est de dire que j'ai un obstacle, mais je ne m'arrête pas à l'obstacle, je le saute. Si je ne peux pas le sauter, je le contourne. Je peux le contourner, je creuse en dessous et j'avance. Si je ne peux pas, je casse et j'avance. Le but, c'est de continuer d'avancer. Et c'est cet esprit également que l'État doit dire à la diaspora, et la diaspora doit dire à l'État, et si on doit nous rapprocher autant que possible, et celui des législateurs également de faire des lois qui nous arrangent. Voici, Président Sissouma, ce que je voulais faire comme contribution. Avant de conclure, je voudrais répondre sur votre taux. Au lieu de commencer la négociation à 10%, commençons avec 30%. Là, vous aurez les 10%. On parvient de quoi je parle. En tout cas, vraiment, merci à toutes et à tous. Vraiment, votre contribution a été extrêmement excellente. Vos contributions étaient extrêmement excellentes et je pense qu'on n'a pas forcément répondu à la totalité des questions, mais quand même on est sorti avec une discussion, un débat intéressant qui montre un intérêt particulier non seulement de la diaspora, mais aussi des initiatives du gouvernement et en particulier de l'État de Côte d'Ivoire. Donc forcément les solutions viendront, c'est petit à petit qu'on devient grand. Merci beaucoup. Merci de passionner nos panélistes et notre modérateur. Je vous invite à vous tenir levé pour la photo de famille.
il allait au-delà de cette problématique. C'était de pouvoir, de façon concrète, parce que très souvent nous assistons à des forums où on multiplie des initiatives, où on convie des gens et on sort de là avec rien de concret. Donc c'était de dire que est-ce que aujourd'hui où nous sommes, il y a un dispositif qui permet de pouvoir aborder des problèmes réels relevés du terrain, c'est-à-dire qu'en retour d'expérience avec des gens qui sont déjà sur le terrain pour pouvoir avoir des réponses concrètes. C'était ça le sens de mon intervention. Bon, après, j'ai un peu piqué des associations en disant que on a plein d'associations et on est en train de parler du développement, on est en train de parler de l'entrepreneuriat. Et il y a un deuxième volet de mon intervention qui est passé totalement à la trappe, qui était de dire que tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Et il y a des gens qui ont des investissements, qui veulent mettre ça dans des projets, mais ils ne savent pas dans quel projet mettre parce que des projets ne sont pas fiables en Afrique. Les projets ne sont pas fiables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plateforme qui labellise des projets. Et dans un État, la seule personne qui peut nous garantir des projets fiables, c'est l'État. Et le gros problème que nous rencontrons quand on accompagne les entreprises en Afrique, c'est des problèmes administratifs et c'est des problèmes de ressources humaines. Les ressources humaines, certes, par exemple, bien formées, de façon bien formées souvent sur des problématiques opérationnelles, mais très mal intentionnées sur le plan moral. Et ça crée beaucoup de difficultés, ce qui fait qu'il y a un turnover assez conséquent dans les entreprises, dans les initiatives qui sont faites en Afrique. Et il faut vraiment que l'État regarde cela de près. Et il n'y a que l'État qui peut mettre un dispositif pour pouvoir recadrer tout ça. C'est ça le sens. Oui, mais suite à l'intervention de mon ami, en fait, moi, la problématique que j'ai posée dans son intervention, c'était lié aux associations. C'était vraiment surtout cette partie-là où il avait souligné, où il a dit que nous sommes dans un d'événements de tout-bidi, de business, et on ne parle que d'association. Et c'est là, moi, j'ai dit non, attention, une association, c'est aussi une entreprise, mais c'est une entreprise avec une autre forme d'entreprise qu'on appelle non-profit organization, tout simplement que les actionnaires, les actions dans cette entreprise-là ne sont pas partagées aux actionnaires. C'est tout. Mais c'est une entreprise qui va générer du profit. Et ces profits-là seront pris et utilisés à des fins sociaux, par exemple. Voilà, à des fins sociales plutôt. Voilà, à des fins sociales. Maintenant, c'est là que je dis que, mais attention, lorsqu'on est dans un système et qu'on veut un développement, chaque élément a son rôle à jouer. Les associations ont un rôle à jouer pour le développement. Les entreprises, les entrepreneurs, proprement dit, avec les actionnaires aussi, ont leur rôle à jouer pour le développement. Et j'ai pris l'exemple de ChatGPT, où je disais que OpenAI, aujourd'hui, qui est la plus grande, bon, je vais dire plus grande, peut-être que on va discuter avec Nvidia, mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est plus connu, plus populaire, qui coûte aujourd'hui environ 99 milliards de dollars, est une association. C'est une association, c'est un non-profit organization, et à partir de ça, ils ont créé ChatGPT, aujourd'hui, qui est devenu vraiment, donc, l'association aussi peut contribuer, même créer un environnement d'affaires, mais aujourd'hui, tous ces éléments-là. Et là, après discussion, je pense qu'on s'est compris, mais concernant aussi la gestion des compétences, ça c'est important. Moi, je pense que même la gestion des compétences, le problème des compétences se pose aussi ici en France. C'est vrai, c'est pas la même intensité en Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on intervient dans certains domaines, ou on veut entreprendre dans certains domaines, les compétences peuvent manquer, surtout des compétences sérieuses en fait, en réalité. Même l'État peut créer vraiment un cadre, et l'État doit le faire. L'État doit créer un cadre de formation, un cadre vraiment de développement de compétences pour répondre aussi à la problématique des entreprises et des personnes qui entreprennent, notamment celle de la diaspora. Voilà, donc moi, c'était mon problème, le désaccord se pose sur le statut des associations dans une organisation. Pour moi, la société civile doit entreprendre, doit se manifester parce que ça développe certaines compétences qui seront forcément utiles aux entreprises. Voilà. Je vais peut-être te surprendre, Mohamed. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Je ne me suis pas inscrit en faux, mais j'ai juste été très pressé dans mon propos. J'ai dit, je n'ai entendu que des associations.
mais j'ai jamais dit qu'une association ne contribue pas au rayonnement et au développement d'un pays ou d'une économie. Généralement, les très petites entreprises, avant de se lancer, viennent tâter le terrain du business, souvent sous des formes associatives, avant de se transformer plus tard quand le business grandit et quand on atteint une certaine taille organique, on se dit il est temps de changer de statut pour passer à autre chose. Donc je suis totalement d'accord avec toi, Mohamed, pour l'importance des associations, mais je reste néanmoins sur ma position qui dit que ce n'est pas que les associations qui peuvent développer un pays et qui peuvent redynamiser l'économie d'un pays. Ils peuvent insuffler une nouvelle façon de prendre ou inciter, si vous voulez, des entrepreneurs, parce que des gens peuvent s'essayer en association et ça inspire des entrepreneurs qui disent « Ah tiens, ils ont fait ça, ils ont réussi, donc du coup c'est un domaine qui est porteur et je peux le faire ». Donc pour revenir à ce qu'il a dit, dans le monde informatique d'où je viens, et la plupart des logiciels sont faits par des fondations qui sont des associations et qui marchent très bien d'ailleurs. Mais bon, je ne saurais finir sans dire quelque chose qui me chagrine un peu quand j'entends toujours les jeunes africains parler, en prenant toujours la France comme une référence, en disant qu'en France aussi, il y a la main-d'œuvre qui n'est pas formée. Il faut qu'on apprenne aussi à prendre nos pays comme des références. On peut dire aujourd'hui que nous voulons un pays qui soit beaucoup mieux formé qu'en France. Il ne faut pas qu'on soit complexé à le dire, parce que c'est ça aussi, prendre conscience du potentiel de l'Afrique et des Africains, pour ne pas toujours... Demain, je vous garantis que l'Afrique sera la référence de demain. Donc, pour que l'Afrique soit la référence de demain, il faut qu'on l'intègre déjà dans notre façon de faire, dans notre vocable, dans nos argumentaires. Donc, effectivement, il y a aussi un problème de formation en France, mais ce n'est pas le problème épineux en France, contrairement à l'Afrique où c'est un réel problème, c'est une réelle problématique. Non pas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas formés opérationnellement, c'est une question de mentalité et d'engagement et de conscientisation des personnes, parce que moi je vous promets, quand quelqu'un me dit je n'ai pas trouvé du travail en Afrique, moi je lui dis t'es un feignant, t'es un paresseux. Et on me dit tu prends les gens de haut. Je dis non, je ne prends pas les gens de haut. Si vous voulez vraiment travailler en Afrique et que vous avez la conscience professionnelle, je vous promets vous trouverez du travail. Il y a du travail en Afrique. Non, c'est vraiment très intéressant. En fait, l'exemple avec la France vous dit que tout simplement que la problématique de l'emploi est une situation normale dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau, ça peut être intensifié en Afrique. Ça me dit qu'un entrepreneur, lorsque il est face à des problématiques d'emploi, il doit comprendre que ça rentre dans son cadre et s'organiser en conséquence de ça, comme un peu la recherche des financements et tout ça. Et c'est pas propre à l'Afrique, en fait. C'était ça ma question. Par rapport à la recherche des financements. Mais justement, je suis assez ahuri qu'on nous dise toujours qu'il y a un problème de financement. Alors, justement, il n'y a pas de problème de financement. Alors, comment tu expliques ça, alors? J'explique ça par, je sais pas, je me suis touché un volet qui risque de me mettre en mal avec les gouvernements africains. Je pense qu'il y a un problème de volonté. Il y a un réel problème de volonté. Si aujourd'hui, vous dites dans un pays africain, il y a un projet sur la table et qui a été validé, les études sont prêtes, l'État garantit la fiabilité du projet et on a besoin des investisseurs. On ne peut pas nous expliquer que l'Afrique fait plus de 100 milliards de dollars par an vers l'Afrique et ça c'est pour les problèmes primaires et pour les besoins vitaux et on veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas moyen qu'un Africain dise je peux risquer mes 10 000 dans un projet et c'est là qu'il faut qu'on fasse un peu attention. Tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde ne sait pas entreprendre, mais tout le monde peut être investisseur. Donc c'est des problématiques qui sont totalement différentes. Mais pour que moi aujourd'hui, il y a la dame qui a parlé d'un produit financier à 8%. C'est un très bon produit, la rentabilité est excellente, mais elle ne va pas trouver l'adhésion. Pourquoi? Elle risque de ne pas trouver l'adhésion. Pourquoi? Parce que les gens sont frileux, ils n'ont plus confiance. Peut-être parce qu'ils ne sont pas éduqués à la question. Je pense que si les gens se déplacent pour venir à ce forum, c'est que quelque part, ils sont sensibles à ces questions-là. Ils sont sensibles à ces problématiques. Donc je pense pas qu'on soit venu ici juste pour manger des petits fours et boire un peu de champagne. Non, mais bon, du coup, s'il y a 100 personnes dans la salle et que tu n'as pas 10 inscriptions à ce type de produit, ça veut dire que soit ils ne sont pas éduqués à ce type de produit, soit ils sont frileux. Mais à contrario, si vous regardez en France,
les investissements, les placements financiers africains en France, vous allez être surpris. Je n'ai pas le chiffre exact de la dernière étude, mais c'est quasiment équivalent aux sommes envoyées en Afrique. Et là, on parle juste des sommes envoyées en Afrique. On ne parle pas des sommes investies en Afrique et perdues par des entrepreneurs de la diaspora. Donc moi, je pense qu'aucun pays dans le monde ne s'est développé sans sa diaspora. Il faudrait qu'on soit tempéré, nous aussi de la diaspora, parce qu'on a aussi souvent une folie de grandeur, ça il faut le reconnaître, il faut le dire, et qu'on essaye de mettre en place des outils et des plateformes qui nous permettent de venir investir sans avoir la folie de grandeur et accompagner des projets locaux. Exactement. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très intéressant. Et tu as souligné de manière subtile cette problématique. Tu dis que, mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, la diaspora, en réalité le problème qui venons? Moi, je dis, lorsqu'on vient dans un système et qu'on sait que c'est comme ça que les gens se comportent. Bon, moi, par exemple, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai eu le bac en Côte d'Ivoire et j'ai quitté la Côte, mais je suis venu. Je connais la problématique, je sais comment, je connais la mentalité des gens. Et ça existe depuis longtemps. Je sais que c'est comme ça que les gens fonctionnent. Et si je décide, moi, d'entreprendre et de partir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à eux de s'adapter à moi. C'est à moi de s'adapter à eux. Et on le fait très bien ici quand on vient. On s'adapte aux gens ici. Pas, quand on vient, parfois on change d'accent. Parce qu'on s'est dit, pour avoir du boulot ici, il faut se comporter comme ça, il faut comprendre ces codes-là. On peut considérer ces codes sociaux comme des codes qui sont, en non-sens, mauvais, parce qu'aujourd'hui, on a une certaine mentalité. Par exemple, je vous donne un exemple dans le domaine maritime. C'est un exemple extrêmement intéressant. Au Yémen, est-ce que tu sais qu'au Yémen, les gens ne travaillent pas matin jusqu'à 14 h? Et nous, quand on vient au port, dans le navire, normalement, on est pressé pour décharger. Mais on dit, bon, ok, c'est comme ça qu'ils font au Yémen. C'est leur chose. On s'adapte. À 14 h, ils viennent, ils déchargent, et puis on s'en va. Nous aussi. Mais quand on vient en France, on met la pression.